Ce soir, un gouvernement vient de dire à ses propres citoyens quelque chose qu'aucun État au monde ne veut jamais admettre publiquement. Nous ne pouvons plus vous protéger, pas rester vigilants, pas suivre les consignes habituelles, pas le langage bureaucratique rassurant qui ne signifie absolument rien en temps de crise réelle. Non. Le système officiel d'alerte d'urgence d'Israël a envoyé un message à 7 millions de personnes et ce message, traduit simplement, dit ceci. Notre réseau d'alerte précoce a été détruit, nous ne pouvons plus garantir la détection des missiles entrant à temps pour vous prévenir et vous devez désormais assurer votre propre survie par vos propres moyens. Laissez cette phrase résonner un instant. Elle provient du gouvernement d'un pays qui a consacré des décennies entières et des centaines de milliards de dollars à construire l'architecture de défense antimissile la plus sophistiquée de tout le Moyen-Orient. C'est l'aveu le plus significatif, le plus lourd de conséquences de l'ensemble de ce conflit. Et voici ce que cela signifie concrètement en termes purement militaires pour quiconque suit cette situation de près. Depuis plusieurs semaines, l'Iran exécute méthodiquement, avec une discipline remarquable, une stratégie en 2 phases que la plupart des analystes comprenaient intellectuellement, mais que personne, absolument personne, ne s'attendait à voir achever aussi rapidement. Première phase, détruire les systèmes radars, autrement dit les yeux du réseau de défense. Deuxième phase, épuiser les arsenaux d'intercepteurs, autrement dit les points. Une fois que les deux disparaissent, les missiles arrivent sans avertissement et frappent sans rencontrer la moindre résistance. Israël vient de confirmer publiquement à sa propre population que ces 2 phases sont désormais complètement terminées. Le système d'alerte précoce qui détectait autrefois les missiles entrants, avec 15 à 25 minutes d'avance, un délai amplement suffisant pour déclencher les sirènes, conduire les civils vers les abris souterrains et activer les contre-mesures défensives, ne fournit désormais qu'environ 60 à 90 secondes d'SSO de préavis et dans certains cas même moins. Et ces 90 secondes, soyons lucides, ne suffisent à rien de significatif, sinon à réaliser que quelque chose est sur le point de frapper. Ce n'est plus un système de défense, c'est un compte à rebours vers l'impact. Mais l'annonce d'Israël, aussi choquante soit-elle, n'est même pas le développement le plus considérable qui émerge en ce moment en même. Parce que quelque chose s'est produit aujourd'hui qui a franchi une ligne que ce conflit approchait depuis des semaines sans jamais véritablement l'atteindre. Un État arabe du Golfe a directement attaqué l'Iran. Pas les forces américaines pas opérant depuis le sol d'un pays du Golfe, ce qui se produisait déjà depuis des semaines. Pas des avions israéliens ravitaillés par des citernes américaines décollant depuis l'espace aérien du Golfe. Non. Des missiles et des drones lancés directement depuis un territoire du Golfe, traversant l'espace aérien iranien, frappant des cibles iraniennes sur le sol iranien. Un État arabe du Golfe vient de déclarer une guerre ouverte, frontale, directe, contre la République islamique d'Iran. Il faut mesurer l'ampleur colossale de ce qui vient de se passer. On parle d'une petite nation insulaire de moins de 2 millions d'habitants. Un pays qui héberge le quartier général de la 5e flotte américaine. Un partenaire américain discret et extrêmement prudent depuis des décennies, jamais ouvertement combattant, toujours facilitateur en coulisses, maintenant systématiquement cette fine couche de déni plausible qui le gardait techniquement en dehors de tout conflit direct. Cette couche vient tout simplement de s'évaporer. La ligne rouge que chaque État du Golfe essayait désespérément de ne pas franchir vient d'être franchie de manière irréversible. Et la réponse de l'Iran a été immédiate, écrasante et d'une précision chirurgicale. L'Iran s'est retourné et a frappé avec des attaques d'une intensité qui a laissé ce petit pays littéralement chanceler sous le choc. Et ce n'est pas tout. Simultanément, en une seule nuit opérationnelle, l'Iran a frappé l'Irak, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Israël et les Émirats Arabes Unis. 5 pays en une seule nuit. Des frappes coordonnées sur l'ensemble du théâtre d'opération, déclenchées au moment précis où l'attaque initiale était encore en cours de traitement et de réponse. Ce n'est pas un pays qui se bat défensivement, qui improvise sous la pression. C'est un pays qui se préparait méthodiquement depuis des mois, voire des années, exactement à ce moment précis. Le moment où ses adversaires perdraient leur patience et se dévoileraient ouvertement. Et ce pays avait les paquets de cibles prêts, les armes chargées, la structure de commandement parfaitement en place pour répondre à tout simultanément sur plusieurs fronts, dans plusieurs pays, en quelques heures seulement. Le Qatar est désormais en confinement total d'urgence. Pensez-y. Les alertes gouvernementales arrivent sur chaque téléphone mobile du pays. Restez à l'intérieur. Éloignez-vous des fenêtres. Abritez-vous sur place immédiatement. La ville qui a organisé la Coupe du Monde devant le monde entier il y a à peine 2 ans. Les tours étincelantes, les hôtels de luxe, le centre financier scintillant du Golfe. En confinement d'urgence totale, des missiles traversant le ciel, chaque résident recevant des messages gouvernementaux leur ordonnant de s'éloigner de leurs propres fenêtres.
Dubaï, Abu Dhabi, Doha, Manama, Riyad. Des villes qui incarnaient l'argument selon lequel le Moyen-Orient pouvait construire quelque chose de magnifique, d'ordonné, de prospère, de parfaitement sûr. Elles sont toutes simultanément sous attaque au cours de la même nuit. Et dans ce contexte apocalyptique, dans cette crise simultanée multinationale en pleine combustion, un troisième porte-avions est en route vers la zone. Un troisième. Entre 10 000 et 15 000 soldats, marins et pilotes américains se déplaçant vers un théâtre où le premier porte-avions a déjà dû reculer, où l'Iran dispose de missiles hypersoniques qu'aucun système américain actuellement déployé ne peut intercepter de manière fiable, où le détroit d'Ormuz est effectivement devenu le champ de tir iranien, et où l'Iran a explicitement déclaré que tout ce qui entre dans ses eaux sera coulé sans exception. Certains appellent cela un levier de négociation. L'Iran appelle cela des cibles supplémentaires. L'histoire décidera qui avait raison, mais la physique, elle, a déjà rendu son verdict. On entend répéter depuis une semaine que l'Iran est sur le point de se rendre. 7 déclarations en 7 jours. Ils craquent, ils sont prêts à négocier. La capitulation iranienne est imminente. Chaque déclaration est mise avec la certitude tranquille de quelqu'un lisant un script soigneusement préparé par ses conseillers. Et chaque déclaration suivie, quelques heures à peine plus tard, par l'Iran lançant une nouvelle vague d'attaques plus massives, plus précises et plus dévastatrices que la précédente. L'écart entre ce qui est proclamé publiquement et ce que l'Iran fait réellement sur le terrain est devenu si large, si systématiquement documenté et si rigoureusement impossible à combler qu'il a cessé d'être un simple problème de crédibilité pour devenir un véritable signal d'alerte stratégique. Quand un dirigeant affirme de manière répétée que l'ennemi se rend alors que cet ennemi escalade visiblement et méthodiquement, l'une de deux choses se produit nécessairement. Soit ce dirigeant ignore véritablement ce qui se passe sur le terrain, auquel cas l'appareil de renseignement a échoué de manière absolument catastrophique. Soit ce dirigeant sait parfaitement et ment délibérément, auquel cas le public sera manipulé au lieu d'être informé sur une guerre menée avec son argent et les vies de ses propres soldats. Aucune des deux options n'est acceptable. Les deux sont profondément dangereuses pour la démocratie elle-même. Voici maintenant ce que le comportement réel de l'Iran, ses actions concrètes, révèlent sur ce fameux calendrier de capitulation supposé. L'Iran vient d'annoncer qu'il sélectionnera un nouveau guide suprême dans les 24 heures qui viennent. C'est le signal institutionnel interne le plus significatif que l'Iran ait envoyé depuis le tout début du conflit, et il pointe dans la direction exactement opposée à toute forme de reddition. Sélectionner un nouveau guide suprême en plein milieu d'opérations de combat actives, c'est un acte puissant de continuité institutionnelle sous pression maximale. Cela communique un message limpide au monde entier. Nous ne nous effondrons pas, nous gouvernons, nous construisons activement la structure de commandement qui poursuivra ce combat bien au-delà de tout dirigeant individuel. Si l'Iran était véritablement en train de craquer sous la pression, si la campagne militaire produisait réellement l'effondrement interne que la stratégie américaine exige pour fonctionner, la toute dernière chose que l'establishment iranien ferait serait de mener un processus formel et ordonné de succession du pouvoir suprême. Les systèmes qui s'effondrent ne choisissent pas de nouveaux dirigeants dans le calme et la méthode. Les systèmes parfaitement fonctionnels, eux, le font. Cette distinction est absolument cruciale. La sélection du nouveau guide suprême résout également un problème opérationnel majeur qui a affecté les dimensions diplomatiques de ce conflit depuis le début, à savoir la coordination entre les 30 et un centre de commandement décentralisé qui fonctionnait avec des ordres permanents mais sans autorité centrale véritablement unifiée. Une fois qu'un nouveau guide suprême sera installé et reconnu par l'ensemble de l'appareil militaire et politique, il y aura à nouveau une seule chaîne de commandement claire et indiscutée. Cela signifie deux choses simultanément et c'est là que la situation devient véritablement fascinante d'un point de vue stratégique. D'un côté, l'Iran devient capable d'engagements diplomatiques contraignants qu'il ne pouvait tout simplement pas honorer tant qu'il était décentralisé. De l'autre, les opérations militaires iraniennes deviennent considérablement plus coordonnées, plus stratégiques et potentiellement bien plus dévastatrices que ne l'a été toute la phase autonome précédente. La fenêtre diplomatique et la fenêtre d'escalade militaire s'ouvrent exactement au même moment. C'est un tournant décisif. Parlons maintenant d'une décision qui est actuellement enterrée sous le volume assourdissant des développements militaires quotidiens, mais qui mérite absolument une attention sérieuse et approfondie. Le Royaume-Uni déploie des bombardiers et un porte-avions vers le théâtre du Moyen-Orient. Un pays dont les citoyens manquent de gaz de chauffage cet hiver, un pays dont l'économie lutte depuis des années avec des problèmes structurels profonds, et des charges de dette considérables héritées de crises successives. Un pays dont les habitants regardent avec angoisse les factures d'énergie dévorer leur budget
ira de leur budget domestique d'une manière qui génère une véritable pression politique interne croissante. Ce pays-là déploie un porte-avions vers un conflit où l'Iran a déjà démontré concrètement sa capacité à frapper des porte-avions, à détruire des systèmes de défense valant des milliards de dollars et à attaquer l'infrastructure critique du Golfe avec des armes hypersoniques d'une précision redoutable. La réponse de l'Iran au déploiement britannique n'a pas été une expression de préoccupation diplomatique mesurée. C'était une déclaration militaire directe et sans ambiguïté. Quiconque entre dans ce conflit sera traité comme combattant actif et ciblé en conséquence, sans distinction de nationalité ni de statut diplomatique. Le Royaume-Uni navigue donc un porte-avions vers un adversaire qui vient de démontrer que le système de défense le plus avancé du Moyen-Orient ne peut plus fonctionner, vers un théâtre où les systèmes de défense américains eux-mêmes sont à moitié détruits, face à un adversaire disposant de missiles hypersoniques dotés d'une capacité d'évasion totale contre chaque système défensif actuellement déployé dans le groupe aéronaval britannique. La logique stratégique purement militaire de ce déploiement, dans ces conditions précises, est véritablement très difficile à identifier. Ce qui est parfaitement identifiable en revanche, c'est la logique politique. On demande aux alliés de démontrer visiblement leur engagement et leur solidarité. Le Royaume-Uni, ayant cruellement besoin de relations commerciales solides, dans un contexte économique fragilisé par ses propres choix géopolitiques récents, s'exécute docilement. Et les soldats et marins déployés sur ce porte-avions sont le prix humain de cet alignement politique transatlantique. Pendant ce temps, et c'est un développement dont les conséquences vont toucher chaque personne qui regarde cette analyse en ce moment même, le détroit d'Ormuz est passé d'une voie maritime mondiale extrêmement fréquentée à un corridor aquatique presque totalement vide. Les images satellitaires comparatives avant et après racontent toute l'histoire en une seule image saisissante. Il y a quelques semaines à peine, un trafic naval dense dans les deux directions, le flux vital du commerce mondial circulant normalement comme il le fait depuis des décennies. Aujourd'hui, des eaux presque désertes, un navire isolé de temps en temps, mais aucun pétrolier, aucun cargo commercial. Parce que l'Iran a déclaré sans la moindre équivoque que tout ce qui pénètre dans les eaux du Golfe constitue désormais une cible potentielle légitime. Et chaque compagnie maritime, chaque capitaine de navire, chaque assureur maritime a soigneusement fait le calcul et est arrivé exactement à la même conclusion rationnelle. Le risque est devenu inacceptable. Les conséquences économiques d'un détroit d'Ormuz vide ne sont plus du domaine de la théorie ou de la spéculation géopolitique abstraite. Elles sont déjà inscrites dans le prix du pétrole aujourd'hui, dans les coûts de transport maritime aujourd'hui. Elles seront dans les factures d'épicerie et d'énergie du mois prochain et elles s'accumulent inexorablement chaque semaine supplémentaire que le détroit reste effectivement fermé au commerce international. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, des pays sans aucune implication directe dans ce conflit politique et militaire, voient leur économie énergétique se détériorer en temps réel à cause de décisions stratégiques prises ailleurs. Des décisions sur lesquelles ces nations n'ont eu strictement aucune voix ni aucun pouvoir d'influence. Le monde n'a pas voté pour cette guerre. Le monde la paie quand même. Chaque jour un peu plus cher. Soyons maintenant parfaitement honnêtes et lucides sur ce que sont véritablement les objectifs poursuivis dans ce conflit. Parce que stopper le programme nucléaire iranien a cessé d'être l'explication crédible depuis plusieurs escalades majeures. Les installations nucléaires iraniennes n'ont manifestement pas été les cibles principales des opérations militaires. Les frappes ont visé de manière systématique et prioritaire l'infrastructure de commandement, le leadership militaire et la capacité économique du pays. On a ouvertement déclaré, dans le même souffle qu'une demande de considération pour un prestigieux prix de paix international, l'intention claire d'installer un leadership politiquement aligné à la tête de l'Iran et de prendre le contrôle direct de ses immenses ressources pétrolières et gazières. Ce n'est pas de la contre-prolifération nucléaire, ce n'est pas de la sécurité régionale défensive, c'est de l'acquisition coloniale de ressources naturelles avec un mécanisme d'application purement militaire poursuivi contre un pays de 90 millions d'habitants doté de 30 et une structure de commandement militaire active, d'une capacité opérationnelle de missiles hypersoniques et de 45 années de préparation méthodique pour exactement ce scénario de confrontation directe. La comparaison avec un autre pays latino-américain riche en hydrocarbures n'a rien d'accidentel, elle a été faite tout à fait délibérément. C'est le modèle stratégique appliqué, éliminer le gouvernement en place, installer un remplaçant complaisant et coopératif, sécuriser l'accès prioritaire aux ressources. Ce processus a été tenté ailleurs pendant des années avec des résultats mitigés.
La différence absolument fondamentale, celle qui change radicalement l'équation stratégique, c'est que l'Iran dispose d'un arsenal militaire avancé que ces autres pays ne possèdent tout simplement pas. Alors voici la question cruciale. La question que chaque gouvernement, chaque investisseur, chaque citoyen ordinaire, affecté directement ou indirectement par ce conflit, doit poser avec une clarté absolue. À quoi ressemble concrètement la victoire dans ce scénario? Et quel est le chemin réaliste, vérifiable et crédible pour y parvenir? Un changement de régime par la pression militaire extérieure? La population iranienne, sous les bombardements quotidiens, sous les sanctions les plus sévères jamais imposées, sous la pression externe la plus intense et la plus soutenue de n'importe quel pays à l'ère moderne, ne se soulève pas contre son gouvernement. Elle continue de travailler. Les marchés de Téhéran restent ouverts, les gens poursuivent leur vie quotidienne avec une normalité qui défie toutes les prédictions occidentales. L'effondrement social interne que la stratégie exigeait comme condition préalable au succès ne se produit pas. Et il n'allait probablement jamais se produire, parce que les Iraniens ont passé 45 ans à être avertis que ce jour viendrait, et ils se sont préparés en conséquence. Pas avec une capitulation de masse, mais avec une résilience collective profondément enracinée dans l'identité nationale. Dégrader la capacité militaire iranienne jusqu'à l'impuissance totale. L'Iran vient de lancer des missiles hypersoniques de dernière génération après avoir méthodiquement détruit la moitié des systèmes de défense américains déployés dans la région. La trajectoire de la capacité militaire dans ce conflit ne va clairement pas dans la direction espérée. Les armes anciennes et conventionnelles de l'Iran sont effectivement épuisées, c'est vrai. Mais ces armes avancées, ces systèmes de nouvelle génération sont maintenant pleinement en jeu. Et son nouveau guide suprême, une fois installé, restaurera le commandement centralisé et unifié sur l'ensemble des 30 et une structures militaires actives. La situation militaire globale ne s'améliore pas. Elle se détériore selon un calendrier accéléré que la base industrielle de défense ne peut tout simplement pas suivre. L'étranglement économique comme voie vers la capitulation? L'Iran est sous sanctions internationales depuis 40 ans. L'économie iranienne fonctionne, certes difficilement, mais elle fonctionne dans des conditions qui auraient fait s'effondrer la plupart des économies nationales du monde. Et en ce moment précis, l'Iran cause objectivement plus de dommages économiques au système mondial par la perturbation massive des flux pétroliers, la fermeture effective du transport maritime et le retrait panique des investissements du Golfe, que 40 années cumulées de sanctions ne lui en ont jamais causé. Il n'existe pas de chemin militaire crédible vers la victoire. Il n'existe pas de chemin économique viable vers la victoire. Et le chemin diplomatique, celui qui a toujours été disponible, celui que l'Iran a offert publiquement et de manière répétée depuis le début de cette confrontation, ce chemin diplomatique exige de reconnaître une vérité que l'on a rendue politiquement absolument impossible à admettre. La présence militaire américaine au Moyen-Orient est le problème fondamental, pas la solution. Cette simple phrase, va déterminer la manière dont l'histoire jugera ce chapitre tout entier. Parce que chaque analyste qui a examiné ce conflit avec une honnêteté intellectuelle rigoureuse, chaque professionnel du renseignement qui a rendu compte sans subir de pression politique, chaque stratège militaire qui a simulé les différents scénarios sans avoir besoin de produire un résultat prédéterminé pour satisfaire ses supérieurs, tous arrivent exactement au même endroit. Les attaques iraniennes ne cessent pas tant que les bases américaines restent opérationnelles sur le sol des États du Golfe. La position de l'Iran sur cette question est parfaitement cohérente, entièrement publique et stratégiquement limpide depuis le tout premier jour de ce conflit. Retirez les bases, les attaques cessent. Maintenez les bases, la guerre continue et s'intensifie. Ce n'est pas compliqué. C'est une condition claire assortie d'une conséquence tout aussi claire. Les États du Golfe comprennent parfaitement cette réalité. Ils la communiquent en privé depuis des semaines. Les signaux sont partout pour qui veut bien les voir. Des révisions accélérées de désinvestissement, des contacts diplomatiques d'urgence tous azimuts, des conversations en coulisses concernant des calendriers concrets de réduction progressive des bases. Les États du Golfe ne vont évidemment pas demander publiquement un retrait tant que les forces américaines restent la seule chose qui se dresse entre eux et une guerre ouverte qu'ils ne peuvent absolument pas mener seuls. Mais ils construisent activement les conditions politiques et diplomatiques pour formuler cette demande, aussi rapidement qu'ils peuvent le faire sans mettre leur propre sécurité immédiate en péril.
Et quand ce moment arrivera, quand l'un de ces États dira enfin à voix haute et devant les caméras du monde entier ce que tout le monde dans la région murmure en privé depuis des semaines, la couverture politique justifiant la présence américaine s'effondrera totalement. Parce qu'on ne peut pas maintenir 40 ans de discours sur la protection de ses alliés, quand ces mêmes alliés déclarent publiquement que cette présence est précisément la raison pour laquelle les bombes tombent sur leur ville. 3 porte-avions américains sont désormais dans le Golfe ou en route vers celui-ci. 15 000 soldats américains, rien que sur ces navires, sans compter les dizaines de milliers déployés dans les bases terrestres de toute la région. Le Royaume-Uni déploie ses propres forces. D'autres nations européennes envisagent de suivre. Plus de cibles potentielles, des enjeux géopolitiques considérablement plus élevés, des conséquences infiniment plus graves en cas d'erreur de calcul. Le Qatar est en confinement d'urgence totale ce soir. Israël ne peut plus avertir ses citoyens des missiles entrants. Un État du Golfe est passé de l'hébergement discret de forces américaines à l'attaque ouverte contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz est pratiquement désert. La phase hypersonique du conflit est pleinement active. Le nouveau guide suprême iranien sera nommé dans les 24 heures. Et pendant tout ce temps, on continue de parler de reddition imminente sur les réseaux sociaux. Les missiles, eux, ne sont pas d'accord avec ce récit. L'histoire s'écrit en temps réel dans cet écart béant et grandissant entre ce que les puissants déclarent avec assurance et ce que les armes font réellement sur le terrain. Cet écart n'a jamais été aussi large ni aussi dangereux. Les conséquences de cette déconnexion entre le discours et la réalité n'ont jamais été aussi élevées pour autant de personnes à travers le monde. Il faut y prêter la plus grande attention, parce que ce qui sera décidé dans les 2 prochaines semaines ne détermine pas seulement à quoi ressemblera le Moyen-Orient à court terme. Cela détermine à quoi ressemblera le monde entier pendant les 50 prochaines années. Chaque décision compte, chaque heure compte, et le temps, pour tout le monde, partout, est en train de s'écouler.